ophtalmologue, passionné d'investissement et de nouvelles technologies, je reçois pour la deuxième fois le docteur Jean-Michel Muraté. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous allons parler de votre argent et plus précisément de comment l'investir. Jean-Michel nous partage sa pratique de l'investissement, principalement en bourse. Nous parlerons des principaux réflexes à avoir lorsqu'on commence à gagner de l'argent. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Notre invité aujourd'hui, le docteur Jean-Michel Muraté. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Aujourd'hui, un sujet que l'on n'aborde pas souvent, que l'on n'a jamais abordé d'ailleurs sur Vision d'Expert, c'est l'investissement et donc du coup les finances des médecins, mais également de toutes les personnes qui peuvent être intéressées forcément de près ou de loin par l'investissement. Et l'investissement, ben, ça commence à partir du moment où à la fin du mois, il va nous rester quelque chose et donc du coup, on va pouvoir faire un choix. Est-ce qu'on va le consommer ou est-ce qu'on va l'épargner? Et l'épargne, c'est aussi de l'investissement. On va le voir. Je rappelle que tu es ophtalmologue depuis un certain nombre d'années en secteur 1 Ouais. à Pamiers, que tu t'intéresses énormément à la technologie et notamment Mhm. tout ce qui est IA. Et tu Ouais. es également un féru investisseur et tu nous expliqueras, mais tu as d'ailleurs une liste mail que tu agrémentes de tes posts, de tes réflexions, toujours Oui. très intéressantes. Donc, on va commencer par le départ. Je vais te Oui. proposer une question assez simple finalement pour démarrer. D'où Mhm. te vient alors je ne sais pas si on peut aller jusqu'à passion, mais ce goût pour l'investissement et ça a démarré comment et quand? Ah ben, en fait, je crois que ça a démarré il y a longtemps parce que mon grand-père avait quelques actions Air Liquide. Il nous en parlait un petit peu de temps en temps. Il en a transmis quelques-unes à mon père, qui m'en a transmis quelques-unes. Et donc, on regardait les cours, on s'intéressait à la société. Je connaissais que cette action à l'époque, hein. Mais petit à petit, depuis quelques dizaines d'années, on va dire, je me suis un peu plus formé tout seul, donc en lisant, en achetant, en me documentant, hein. Et j'ai appris plein de choses et j'essaie de transmettre un petit peu voilà, des lignes, des grandes lignes importantes pour surtout ne pas perdre trop d'argent. C'est ça, parce que du coup, l'investissement, si tu devais le définir en quelques mots, comment est-ce que tu le définirais? C'est une vision sur l'avenir pour programmer son avenir à soi ou celui de ses enfants ou de sa famille. C'est D'accord. donc vraiment important pour tout le monde. Ouais. C'est ça, parce qu'en fait, quand on parle d'investissement, on parle, comme je le disais en introduction, du fait que on va avoir une rémunération, peu importe, hein, d'ailleurs, qu'elle soit de 2 000, 5 000, 10 000 ou 20 000, on va en consommer une partie de ce revenu et il va avoir ce qu'on appelle un reste à vivre. Et ce reste à vivre, qu'est-ce qu'on va en faire finalement? Est-ce qu'on va bah, le mettre sur un livret A? Alors, est-ce que poser de l'argent sur un livret A est déjà de l'investissement, selon toi? Pas tout à fait. C'est plutôt la poche de réserve, si on peut dire, hein. D'accord, Ouais. alors là, on rentre dans le technique, donc raconte-nous un petit peu comment est-ce que, même si on reviendra probablement sur cette question plus tard, euh, j'aimerais savoir, selon toi, avec un revenu moyen, je dirais, admettons, allez, on va dire 5 000 euros par mois, pour faire un compte, non, on va faire 10 000 euros par mois, ce sera plus simple au niveau des calculs. Avec 10 000 euros par mois, on consomme, allez, un ménage avec des enfants, on consomme 5 000, il reste 5 000. Euh, Quelle est, selon toi, la bonne structure, la bonne poche, pour investir? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens sont très, très différents. Il y en a qui sont prêts à prendre du risque, d'autres pas du tout. Il y en a qui veulent, qui adorent l'immobilier, d'autres qui ont horreur de ça. Il y en a qui veulent construire une maison, acheter. Il y en a qui veulent pas être propriétaires. C'est extrêmement varié. Mais je pense qu'il y a quand même quelques grandes lignes à suivre. D'abord, première ligne, avoir une épargne de précaution. Mhm. Une épargne qu'on peut mobiliser tout de suite, qui est très liquide en cas de problème X ou Y. Donc, c'est le livret A, c'est le LDDS, les assurances vie en euros, par exemple, des choses comme ça, qui ne rapportent pas grand-chose. On essaye de ne pas perdre trop d'argent, mais c'est toujours mobilisable de suite.
Ça, Ça, en vous parlez. général, on dit que ça se calcule en nombre de mois. Moi, Ouais. personnellement, je fais sur 6 mois. Alors, non Mhm. pas 6 mois de revenus, mais 6 mois de dépenses. De Je dépense. calcule mes dépenses mensuelles et je dis, OK, ben, il me faut 6 mois. Comme ça, en cas de coup dur, eh ben, je peux me retourner sans problème. Oui, c'est ça. Il faut, oui, je dirais plutôt 6 mois, hein, parce D'accord. que les dépenses vont très vite apparaître alors qu'elles n'étaient pas prévues du tout, hein. C'est ça. Ça peut aller de catastrophes personnelles, de maladies, de l'épouse qui part avec le plombier ou que sais-je. Donc, il faut se méfier et c'est pas toujours évident. Donc, il faut toujours avoir une épargne comme ça. Et après, on peut soit dépenser, soit mettre de côté dans des biens différents. Ouais. C'est ça. Donc tu parlais en plus, je reviens dessus parce que c'est important, je pense comme notion, c'est la notion d'appétence au risque. Parce Mhm. que, évidemment, souvent, plus on va être jeune, plus on va avoir envie de prendre du risque parce que ben, on a le temps de voir venir, mais il y a aussi une question de confiance en les marchés, de connaissance. Et ben, certains vont dire, OK, ben, la pierre, c'est un investissement sûr, donc du coup, je fais beaucoup d'immobilier. Par contre, tout ce qui va être les marchés, actions, alors la crypto, n'en parlons pas, et ben, du coup, je n'y touche pas. Alors que, et je te pose une question à ce moment-là, pour moi, je pense que pour être un bon investisseur, il faut être diversifié. Et donc, du coup, il faudrait avoir presque de tout. Évidemment, de l'immobilier, pourquoi pas, que ce soit locatif ou sa résidence principale, mais également aller jusqu'à l'action. Par contre, selon son appétence, réduire le pourcentage. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai. Surtout qu'il y a trois notions qui sont contradictoires. La rentabilité, la sécurité et la liquidité. Hein. Un produit qui est très très rentable à 10-12% par an, c'est surtout dangereux. Il y a plus de risques, hein, que C'est ce soit ça? des cryptos, des actions, qui rapportent 10 à 12% par an, il y a plus de risques. Enfin, c'est rentable, plus rentable. Mais la sécurité n'y est pas. C'est ça. Deuxième élément, la sécurité, qu'on retrouvera dans le livret A, par exemple, ou dans le PEL, ou l'assurance vie, des choses comme ça, en euros. Là, il y a la sécurité, mais peu de rentabilité. Et le troisième élément qui, à mon avis, est capital, c'est la liquidité. Quelque chose qui est liquide, qu'on peut vendre tout de suite et récupérer l'argent dans les 10 minutes, c'est fantastique. Quand on a un immeuble, on ne le vend pas dans les 10 minutes. Donc la liquidité est vraiment, vraiment importante, hein. Si on aime l'immobilier, on peut être dans l'immobilier physique, pierre, ou avoir de l'immobilier papier, pierre-papier, hein. C'est ça. Alors, si j'aime pas beaucoup moi, l'immobilier, Hum, que ce soit pierre ou pierre-papier, j'aime pas trop, parce qu'il y a ce manque de liquidité, je trouve, hein. C'est ça. Et par contre, j'imagine que tu es quand même propriétaire de ta résidence principale. Tout à fait, voilà, tout à fait. Mais Au cas ça, où. c'est peu à part. Oui, je suis propriétaire de l'ARP. Ce qu'il faut faire d'ailleurs, je pense, si on reste plusieurs années au même endroit. Hein, si on doit déménager tous les 2 ans, il ne faut pas acheter de RP en principe. C'est vrai que c'est une question de choix, parce que quand on Oui. démarre, on est médecin, on va démarrer entre 30 et 35 ans. Le choix est de dire, est-ce que je vais acheter ma résidence principale ou est-ce que je vais la louer? Parce que si on est, par exemple, sur une grande ville, si on est à Paris, C'est a impossible à priori, acheter. voilà, c'est toujours, Impossible à acheter. voilà, et c'est toujours un mauvais choix, a priori, que d'acheter parce que ben, la valeur locative, finalement, le prix qu'on va y mettre en Ouais. location sera plus intéressant, surtout que bah, de nos jours, on n'a plus de taxes, on a que la taxe foncière, la taxe d'habitation n'existe plus. Les charges pour le propriétaire sont beaucoup plus importantes et on se rend compte que avec l'entretien du bien, etc., les fameux 7% de frais notaires au départ, eh Bien bien, sûr. du coup, tout ça qu'il va falloir dans un avenir qu'on ne sait pas comment ça va se passer, puisqu'on est Ouais. habitué Ouais. à ce que, en effet, l'immobilier augmente. Mais là, on voit que depuis quelques années, ça coince un petit peu et il n'est pas dit que ça soit le cas encore pendant 10 ou 15 ans. On ne peut pas le savoir, ça. Surtout qu'il est très imposé, il y a une forte imposition fiscale. Et en plus, les députés veulent modifier les lois et qu'on ne puisse pas avoir d'absence de plus-value si on déménage à 25 ans. Ouais, ça. Je suis en train de réfléchir, parce qu'il y en a qui font ça aussi tous les ans, tous les 2 ans, ils déménagent pour bénéficier de la plus-value de la résidence principale sans fiscalité. Donc il y a quand même beaucoup d'inconnus, peu de liquidités, une forte fiscalité. Il y a une autre solution qui est aussi possible, c'est d'acheter de la pierre papier, des SCPI, Mhm. que j'aime pas du tout non plus. Mhm. Pas du tout. C'est un peu comme de l'immobilier, mais on n'a pas à gérer un immeuble, un appartement, une maison, hein, pour le louer. On achète des parts d'une propriété, d'un groupe d'immeubles. J'aime pas du tout la SCPI parce qu'il y a des frais énormes, entre 8 et 12%.
à l'achat, ce qui est énorme. C'est pas liquide du tout. Le deuxième marché est difficile à aborder. Bref, on est bloqué, il n'y a pas de liquidité. Le second Voilà. marché, c'est la revente de ces titres. Et donc, en effet, c'est pas très liquide, c'est pas Ouais, très rentable parce qu'il faut pouvoir amortir ouais. les frais d'entrée. Donc, en effet, tout comme l'immobilier, ça reste quelque chose d'assez complexe et d'assez risqué. Donc, on a parlé, on l'a dit, première brique évidemment très importante de l'épargne de précaution. On Ouais. a parlé de l'immobilier. Toi, tes investissements, est-ce que tu vas être plutôt quelqu'un qui va acheter pour du long terme, donc on appelle ça faire du buy and hold, ou alors est-ce que tu vas trader, changer régulièrement de position? Je fais un peu de swing trading, hein. D'accord, Donc, ça veut dire que j'achète et que je revends quelques semaines ou quelques mois après, si c'est intéressant. d'accord, J'ai jamais fait de day trading, de acheter et vendre dans la journée, tout ça, c'est pas pour moi, hein. d'accord, Et de swing trading, oui. C'est pour ça que j'ai pu avoir un PEA qui a augmenté beaucoup grâce à ça, hein. d'accord. Après, il faut savoir prendre quelques précautions, bien sûr. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Et là, sur le PEA, on tombe déjà sur les actions. C'est ça. Alors voilà, raconte-nous un petit peu. Donc on a parlé de l'immobilier, on a parlé de l'épargne de précaution qui est la base, et puis ensuite on va voir, du coup, il va nous rester une poche de liquidité que l'on va pouvoir investir à souhait. Alors dans pas mal de choses différentes. On va parler maintenant des actions. Qu'est-ce que c'est exactement et comment est-ce que tu fais? Quels sont les différents supports? Alors, une action, c'est une part de propriété. On est propriétaire, une petite partie de propriété de l'entreprise qu'on achète, que ce soit Coca-Cola, Air Liquide, Essilor, Luxottica. On est propriétaire. Donc, quelque part, c'est assez rassurant, surtout quand l'entreprise est de bonne qualité, hein. Contrairement, donc ça, c'est les actions, alors que les obligations, c'est pas du tout pareil. Les obligations, c'est on prête de l'argent à un État ou une entreprise. L'obligation est tout à fait différente. J'aime pas beaucoup d'ailleurs. Je préfère les actions parce qu'il y a un peu plus de risque quelque part, mais c'est pas du casino. C'est ce qui nous permet d'acheter le casino. C'est ça. Donc, du coup, oui. Alors, je reviens là-dessus puisque tu en as parlé. L'obligation va être un titre de crédit, en fait, hein, qui est émis par un Voilà. État. On parle souvent des bonds américains, qui est donc, du coup, ce qui est le mieux payé actuellement, autour de 4,5 actuellement. Ce qui permet. Alors, après, certains vont dire que l'obligation peut être une partie du patrimoine, en tout cas de l'investissement, de façon à sécuriser un petit peu. Et puis, le reste, certains vont avoir 60 en actions, 40 en obligations parce qu'ils ne veulent pas être full risque sur les actions. Parce qu'en effet, évidemment, les actions, on est plutôt entre 8 et 10% selon les années, évidemment, parce que chaque année est différente, mais on sait que sur un temps long, hein, sur les 100 dernières années, a priori, on est plutôt entre 7 et 8, voire 8 à 10 selon les marchés. Après, Très ça bien. dépend des époques. Ça dépend des époques, C'est hein. ça. Le Nasdaq, pendant 15 ans, dans les années 90, il n'a pas bougé. C'est ça. En 15 ans, on a oublié tout ça. Mais voilà, c'est pas toujours facile de gérer. Il faut une certaine psychologie. La psychologie, c'est ce qui est vraiment important. Donc, on se forme, il faut se former. Quoi faire en cas de hausse ou en cas de baisse? Est-ce que c'est une chance, une opportunité ou une catastrophe? Il y a toute une psychologie. Donc, on peut commencer avec des petites valeurs, pas trop d'argent, hein, et apprendre progressivement le fonctionnement, soit des PEA, des plans d'épargne en action, pour les actions européennes, ou pour les CTO, les comptes titres ordinaires, pour les actions du monde entier. C'est ça. Hein, donc deux supports différents. Le support PEA qui est fiscalement plutôt intéressant, au Oui, moins au bout de 5 à 8 ans, on va dire. oui, Donc 5 on ans, met de 5 l'argent ans. dessus, on va pouvoir vendre à l'intérieur de cette poche-là, de ce PEA. Et par contre, on ne pourra pas sortir l'argent. C'est là où il y a un petit peu moins de liquidité. C'est pour ça qu'on investit sur du long terme, a priori plus de 5 ans. C'est à peu près ça ton long terme à toi? On peut toujours le sortir, l'argent, hein, Oui, mais mais on ne bénéficiera pas. il est fiscalisé à la flat tax à 25 ans, et après 5 ans, on ne paye que les charges sociales. C'est ça. Il était de 17,2 jusqu'à présent, qui semble passer à 18,6, hein, grâce au gouvernement actuel. C'est ça. Donc, on peut toujours le retirer, mais c'est plus intéressant après 5 ans. D'accord. Ouais. Tu les connais de tête les montants sur le PEA? Oui, on peut mettre que maximum 150 000 euros. C'est ça, par personne. Donc 300 000 à deux si on est un couple. Oui, mais chacun son PEA. Chacun Ouais, c'est son ça. PEA, hein. Ouais, c'est ça. Voilà.
Et donc, du coup, et au-delà, ben, il va falloir ouvrir un compte titre ordinaire qui finalement va héberger, lui, les différentes actions. Et là, par contre, tu nous le Il n'y a pas de, disais, il y a pas de limite pour le CTO. On voilà, peut il y mettre aura. des millions si on veut, hein. C'est ça. Et là, la fiscalité sera la flotte tax. Voilà, qui a augmenté. L'intérêt du PEA, c'est qu'on peut laisser l'argent à l'intérieur, il prospère, et donc c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup d'actions Total Énergie. Ouais. J'ai que ça hein, dans mon PEA. J'ai qu'une. D'accord. Il faut pas le faire, ça, hein. J'ai Ça, qu'une j'ai qu'une c'est d'action très peu diversifié dans le PEA, dans mais le j'ai PEA. 4 CTO à côté, hein. D'accord. Très bien. Voilà. J'ai ces 4 CTO pour les actions américaines et autres. Oui. Mais dans le PEA, c'est vraiment intéressant. Les dividendes ne sont pas imposés quand on les laisse dedans. C'est Ça nous ça. permet de racheter des actions de la société sans imposition. Et au bout de quelques années, on a une montée hyperbolique de la somme, hein. C'est ça, Voilà. forcément. Donc, du coup, on disait PEA compte titre. Est-ce que tu vas le gérer via ta banque traditionnelle, chez qui tu as ton compte courant avec ton compte chèque, ou alors est-ce que tu vas ouvrir ce qu'on appelle un broker, donc du coup, Bourse Directe, Boursorama, etc., pour le gérer en direct? Comment tu le gères, toi? Alors, il ne faut jamais aller dans les banques traditionnelles, jamais. Les frais sont énormes, la rentabilité catastrophique. Catastrophique, il ne faut jamais faire ça. Il faut prendre une banque en ligne comme Boursorama, Saxo Bank, Easy Bourse, De Giro, voilà. Et donc, ce sont des brokers qui sont intermédiaires entre nous et le marché des actions. Hmm. Donc, c'est à eux qu'on va commander d'acheter telle action pour tel prix ou de le vendre. Le broker est obligatoire, hein. Lui, il gagne toujours de l'argent. Quand on vend, quand on perd, il gagne. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Ouais, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Les frais ne sont pas les mêmes entre les différents brokers. Bon, ça s'étudie, tout ça, Hmm. peu importe. Mais donc, c'est bien d'avoir, moi, je trouve que c'est bien d'avoir plusieurs brokers D'accord. parce qu'il y a des actions qui ne sont pas disponibles sur certains, qui le sont sur d'autres. Ah oui. Sur les Parce que marchés notamment, hein, pour des actions un peu particulières. eh ben, pour la défense, par exemple, il y en a qui ne veulent pas vendre d'actions de la défense parce que c'est Ouais, pas bien. bien sûr. Donc, alors que d'autres, ils s'en moquent totalement. Donc, voilà. Ben, avoir un ou deux brokers, je trouve que c'est pas mal quand on veut acheter des actions. Sinon, le PEA est, à mon avis, vraiment important. Il existe aussi le PEA PME Hmm. pour les petites entreprises qui a un peu les mêmes logiques que le PEA, qui est limité à 75 000 euros d'apport. On peut mettre que 225 000 entre PEA et PEA PME. Hmm. Bon, 225 000. Mais le PEA PME, je trouve que c'est pas trop terrible, d'après ce que j'ai essayé, moi. Ouais. Donc, PEA, Disons que oui. vu sur les petites entreprises, c'est plus risqué. Ben, disons qu'il n'y a pas beaucoup de liquidités. C'est Et ça. il n'y a pas beaucoup de capi, donc on ne peut pas acheter facilement ou vendre facilement s'il n'y a pas quelqu'un en face qui est prêt à faire le contraire. Bien sûr. Quand on vend, il faut que quelqu'un achète. Et des fois, on ne trouve personne. Alors que sur L'Oréal ou sur Total, sur les grands groupes, il y a toujours des millions d'achats tous les jours. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, D'accord. et ou pour les actions américaines ou étrangères ou japonaises ou singapouriennes. C'est ça. Non, on peut acheter tout le monde entier finalement, hein, n'importe quel type d'entreprise, du Shein, pourquoi pas. On Non, on ne peut. peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. On En va. Chine, on ne peut pas, on D'accord. ne peut pas. Ah oui, c'est vrai. On ne Ok. peut pas. On ne peut pas Donc, acheter des actions chinoises, elles sont réservées aux Chinois. d'accord. Ah, je croyais qu'Alibaba, etc., on pouvait acheter à l'époque. Non, on peut D'accord. acheter que des ADR. Ah oui. Les ADR, c'est des contrats qui ressemblent à l'action, qui répliquent l'action, Ah, c'est ça. mais ce n'est pas une action. D'accord. Moi, j'aime pas les ADR du tout. J'aime parce que c'est des contrats qui sont faits aux États-Unis, donc dans des paradis fiscaux, qui peuvent, à mon avis, disparaître du jour au lendemain. C'est pas une action. Donc, moi, j'achète jamais d'action, enfin, d'ADR. D'accord. Donc parlons de ce que tu aimes pas justement. Et moi, j'en suis fan. Donc du coup, parce que c'est vrai que quand je me suis mis à l'investissement il y a quelques années de ça, et ben du coup, je voulais avoir un temps très limité à y affecter finalement pour gérer tout ça. Et donc du coup, je me suis dit, ok, j'ai pas envie de passer mon temps à analyser les différentes actions, etc. Et donc, eh bien, je voudrais trouver quelque chose qui réplique la performance de la bourse mondiale. Et donc du coup, j'ai trouvé le fameux ETF qui est donc un tracker qui est un fonds, hein, en l'occurrence, qui va permettre de répliquer. Si la bourse augmente, eh bien, ça va, mon compte va augmenter en même temps, et inversement. Toi, tu n'aimes pas trop ça, je crois. Alors, parce que l'intérêt, moi, ce qui me plaît, c'est que du coup, on peut y mettre dans son PEA un ETF monde. Oui, mais ces ETF-là, ce sont des ETF synthétiques C'est ça. qui répliquent avec des contrats les actions sous-jacentes. J'aime pas. Il vaut mieux des ETF physiques où les sociétés ont acheté les actions vraiment. Je trouve que c'est plus sûr.
Donc, oui, ça existe, hein. On peut mettre des ETF américains dans le PEA. Mais bon, c'est vrai que ça détourne un peu l'esprit du PEA. Mais surtout, je trouve qu'il y a moins de sécurité. Puis il y a surtout un risque de change, hein. Oui, Quand le dollar baisse, mhm, même si l'action elle monte de 25%, nous, on n'a gagné que 4%. c'est ça. Parce que le dollar, il est très très bas actuellement, là. Et c'est un des écueils de ces ETF américains qui sont très bien, hein. Les ETF ont beaucoup de succès, hein. Tout le monde achète les ETF. D'ailleurs, c'est un souci d'ailleurs, parce qu'il y a C'est trop ça. d'ETF, hein. Trop Alors, on d'ETF. dit que, voilà, alors pourquoi c'est un souci, j'explique à nos auditeurs, c'est parce qu'évidemment, à partir du moment où on est propriétaire d'actions, eh bien, on a un droit de vote. Et donc, du coup, ce droit de vote est émis par des associations, par des gros actionnaires. Et plus il va y avoir d'ETF, moins ce vote, en fait, va être réalisé. Et donc, du coup, ben, on ne sait pas comment ça va être géré tout ça. En principe, il n'y a pas trop de risques avec les ETF, mais Ça. j'en ai pas. J'en ai pas D'accord. du Donc, du tout. coup, je vais au bout de mon explication. C'est vrai que le risque minimum, on va dire, quand on fait de la bourse, finalement, un ETF monde, ça va répliquer. Alors attention, évidemment, 65% de l'ETF monde, ça reste le marché américain, hein. D'accord. Et puis, tout le reste, ça sera le monde entier. Donc, du coup, c'est celui qui est le moins volatile, hein. Donc, du coup, c'est celui qui a le moins qui bouge le moins, mais qui, par contre, a des performances entre 6 et 8% depuis 100 ans, tous les ans. Donc, a priori, c'est quelque chose d'assez sûr. Et puis, si on veut prendre un peu plus de risques, eh ben, du coup, on va pouvoir prendre un ETF qui réplique, par exemple, le S&P 500, hein, qui est donc le marché américain, avec toutes les grosses entreprises, type Microsoft, etc., etc. Et là, du coup, forcément, la volatilité, en tout cas, le gain va être plus important parce que dans les années qui viennent de passer, ça a beaucoup plus, ça a évolué beaucoup plus à la hausse. Et puis après, on va pouvoir aussi, par exemple, investir sur le marché français, sur le CAC 40, etc., etc. Alors, l'intérêt des ETF que j'aime bien aussi, c'est que il va y avoir des ETF sectoriels. Donc, du coup, on va pouvoir, moi notamment, j'ai pris quelques actions d'un ETF qui réplique la valeur des entreprises qui travaillent dans l'eau. Donc, du coup, des Veolia, etc., etc. Et donc, du coup, il n'y a là-dedans que les champions de chaque pays, etc. Donc, il y a 200 entreprises qui sont représentées. Donc, forcément, quand on prend une action, admettons Air Liquide demain vient à tomber, ce qui est fort peu probable évidemment, mais qui vient à faire faillite, eh bien, on va finir à zéro. Alors que si Veolia tombe à zéro et que l'on est investi sur un ETF, et bien finalement, l'un dans l'autre, même si évidemment le titre va baisser, mais il va baisser légèrement seulement parce que 1 sur 200, c'est pas énorme. C'est pour ça que j'aime bien les ETF en réalité. Mais il faut savoir qu'une action ne peut baisser que de 100% au maximum. C'est ça, Elle c'est peut ça, tomber à zéro et baisse de 100%, alors qu'elle peut monter de 30 000%. c'est vrai, tout à fait, Et quand on prend Apple en 84, c'est ça. 85, elle valait 0,1 $ à peu près. Ils sont à je sais pas combien là. C'est fantastique, hein. Ah non, c'est sûr qu'il y a eu de quoi, dans les 20 dernières années, il y a eu énormément de richesses à faire finalement, hein, grâce à la richesse qui a été créée par d'autres. Est-ce que tu penses que comment vois-tu les 10 prochaines années? On a eu 10 belles années, les 10 dernières années sont de plutôt belles années, on va dire, puisque le dernier crack réel date de 2008, hein, en réalité. Oui. Donc ça fait un petit moment déjà, hein. Alors j'enlève le Covid, hein, puisque le Covid, il y a eu une baisse, mais il y a une remontée, donc ça n'a pas Ouais. vraiment d'intérêt. Comment tu vois, toi, les 10 prochaines années? Bon, j'ai déjà du mal à voir les 10 prochains jours, C'est ça, parce que tout peut changer du jour au lendemain. En ah, 1929, la bourse est tombée de 95%. c'est ça. Mais seulement, tout est tombé aussi de 95%. Les gens étaient dans la rue, il n'y avait plus de travail, Mm. c'était la misère noire, hein. Ouais, Donc si la bourse tombe de 80%, tout le reste fait pareil. L'immobilier, il n'y a plus d'argent, c'est une catastrophe, les gens sont dans la rue, hein. c'est ça. Donc le plus dur, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre, hein. Et comment est-ce que tu fais? Parce qu'il y a deux techniques. Il va y avoir, principalement, on va dire, il va y avoir la technique où on va dire, moi, je vais acheter régulièrement, tous les mois. Par exemple, il me reste 200 euros par mois. Et ben, tous les mois, je vais aller sur mon broker et puis je vais acheter 200 euros d'actions, que ce soit un ETF, une action, etc. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, quand moi, j'ai des grosses rentrées, je rentre d'un coup. Ou alors, l'autre technique, je vais attendre une baisse de 10, 15%. Et là, je vais avoir un cliquet et c'est là que je vais acheter. Comment tu fais, toi? Alors moi, je ne fais pas de DCA, hein, donc je n'achète pas la même somme tous les mois.
Je préfère garder l'argent de côté et attendre l'évolution des choses, parce qu'il y a des sociétés qui sont beaucoup mieux que d'autres. Il y a des milliers de sociétés, donc il y a toujours des opportunités, je trouve, sauf s'il y a un crack. S'il y a un crack mondial, là, il y a tout qui baisse, hein. Mhm. Alors, peut-être l'occasion, donc il faut avoir aussi du cash à côté C'est pour ça. pouvoir acheter si nécessaire. Si ça baisse de 50% et qu'on n'a aucun argent, bon, à ce moment-là, moi, ce que je fais, j'emprunte à la banque. Carrément, Ouais, d'accord. j'ai Ouais, déjà tu fait. prends Il le ne faut pas risque, le c'est faire, bien. faut pas le faire, hein. Ouais, c'est ça. Il faut Ah pas bah, le faire, non, mais mais donc, du coup, tu avances sur une notion qui, en effet, est un très bon point qu'il faut absolument conseiller. C'est lorsqu'on va ouvrir son compte, soit un CTO ou un PEA, on va y mettre par exemple 10 000 euros pour démarrer, pourquoi pas. Bah, du coup, on va acheter avec ça des actions, des ETF, peu importe, sur le marché. Bien comprendre qu'on ne doit pas acheter pour 10 000. C'est pas l'objectif. D'être 100% investi, c'est pas l'objectif. L'objectif est toujours d'avoir une poche de liquidité pour oui, pouvoir justement acheter, racheter la baisse. oui, oui. C'est pas facile de gérer tout ça, de savoir quelle poche garder, quel niveau. C'est ça. Sinon, il y a aussi la possibilité des emprunts lombards. L'emprunt lombard est pas mal, je trouve, hein. Ça veut dire, Explique-nous, explique aux l'emprunt auditeurs lombard, à quoi c'est ça sert. très simple, hein. Les banques le font, ça veut dire qu'on emprunte de l'argent à la banque et on met en caution un bien, des titres, une assurance vie, une maison, des choses, voilà. Et il y a Boursorama qui le fait pas mal, ça s'appelle My Lombard. Donc, ils nous prêtent pour 2,85%, ça a augmenté. Il y a 15 jours, c'était à 2,75, c'est passé à 2,85%. Ils nous prêtent au minimum 101 000 euros, mais il faut avoir en équivalent, en nantissement, Mhm. quelque chose qui vaut au moins le double, C'est ça. hein. Si on a un PEA qui vaut 200 000, on peut emprunter 100 000, parce qu'ils veulent une sécurité. Bien sûr. La Et bourse c'est- baisse, eux, ils vendent tout, hein. Et ça, on peut le faire avec, évidemment, donc du coup, un PEA pour racheter des actions, pourquoi pas. Mais on peut aussi y mettre des tableaux, des biens immobiliers, évidemment. Et du coup, ben, on va avoir approximativement 50% de la somme, ce qui va Voilà. nous permettre d'investir davantage. Et d'ailleurs, il y a beaucoup par exemple, on va prendre un exemple très bête, mais j'ai, je sais pas moi, 100 000 euros, 100 000 actions Apple. Est-ce qu'il est intéressant pour moi, si j'ai besoin de vivre, de vendre des actions Apple? Eh bien non, pas du tout. Il vaut mieux que je nantisse ces actions-là, que je demande le cash à la banque et je vive avec ce cash. Comme ça, je garde mes actions Apple qui, elles, vont continuer d'augmenter. Donc, c'est un peu le principe du crédit Crédit lombard. lombard. C'est un poil technique, mais en effet, euh, c'est intéressant. Est-ce que tu te souviens allez, donne-nous ta plus grossière erreur qui t'a évidemment sûrement apporté le plus gros, le plus gros enseignement que tu aies pu faire en bourse. Ah ben, en bourse, j'ai perdu complètement, 100%, d'une D'accord. action qui s'appelait Pico Giga. Je m'en souviens très bien. C'était il y a 20 ans, je crois, hein, Pico Giga. Je n'avais pas mis beaucoup d'argent, Ouais, mais elle est tombée à zéro, elle a été rayée de la cote, hein. ouais, ça. Donc, perte 100%. D'accord. Perte 100%. Et on se souvient plus de nos pertes que de nos gains, en fait, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est souvent comme ça. On va beaucoup plus, on va beaucoup plus apprendre lorsqu'on va faire une boulette. Moi, je me souviens, alors parce que moi, je fais aussi de la crypto, hein, de la crypto-monnaie. Et donc, du coup, je me souviens avoir joué avec les leviers. Alors, on dit qu'il faut pas faire de levier, hein. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. un levier, c'est je vais, par exemple, j'ai 1000. Je veux jouer avec, enfin, investir avec 10 000, et bien du coup, je prends un levier 10 auprès du broker. Et c'est à ce moment-là où, moi, dans une nuit, j'ai perdu 5 000 euros en une nuit. Ah oui, ah oui, ah oui. On peut les J'ai gagner mis, aussi. On peut les gagner aussi, mais c'est ça. on peut perdre aussi beaucoup. Des Voilà. leviers, je ne fais pas, moi, non. Et c'est vrai que ce que j'ai appris moi beaucoup, c'est que de toute façon, on a le droit de jouer, on a le droit d'investir, de prendre du risque, etc. Par contre, il faut toujours être à même de pouvoir continuer à jouer. Donc du coup, il faut prendre des risques raisonnables, finalement. Oui, on peut partager les risques, hein. C'est ça. Partager les risques, avoir des actions ou des ETF plan-plan, voilà, et puis après mettre une partie de l'argent sur des choses plus risquées, des cryptos que je n'utilise pas et que je n'ai pas. À une époque, j'avais regardé le Bitcoin, j'en avais quelques-uns, enfin un peu, mais non, j'ai tout vendu, j'ai Et pas ouais. gardé parce C'était que pas évident. C'était pas évident. Moi, j'ai commencé il y a 6 ans la crypto ah et c'est vrai ouais, que c'était très, très, très décrié. ah ouais, Maintenant, c'est complètement adopté. Donc, ah ouais. alors, pour le Bitcoin et pour l'Ethereum, évidemment, seulement. Mais maintenant, voilà, c'est rentré dans les mœurs. Mais c'était un pari. C'était un pari et Puis c'était pas évident à faire. il y a eu beaucoup d'escroqueries aussi, hein. C'est ça.
beaucoup de détournements de fonds, il y a eu des Exactement. histoires terribles, hein, Des brokers qui tombaient. Et donc, du voilà. coup, pour quelqu'un qui a acheté des bitcoins en 2009-2010 à la création et qui les a encore aujourd'hui, il est passé par de sacrées étapes parce que ben, les brokers tombaient, etc. Donc, c'était compliqué. Très bien. Donc, du coup, tu viens nous expliquer ton investissement qui a été le plus désastreux. Quel est celui qui a le mieux fonctionné finalement? Alors c'est difficile, hein, j'en ai eu plusieurs, hein. Dans les récents, Nvidia peut-être récemment. Oui, Nvidia, je l'ai acheté en avril à, je sais pas, 88 dollars et il est monté à 180. d'accord. Et Et là, j'ai comment revendu. tu fais? J'ai tout revendu. Ah oui, d'accord. Parce que certains vont avoir. Alors, il y a différentes stratégies. Je ne vais pas rentrer dans le Bien détail sûr. des stratégies, mais il y a des stratégies où, par exemple, on va dire, ben, lorsque l'action a doublé, je vais vendre la moitié. Ouais, Je tu peux faire récupère mon ça. gain, etc. Et toi, tu as tout vendu. Mais comment J'ai tu tout fais pour vendu. calculer? Comment tu fais pour. Parce que tu avais déjà une autre cible, Eh ben non. peut-être? Non, J'ai d'accord. trouvé que passer de 88 à 180, Ouais. j'étais bien, j'ai tout vendu. Des fois, D'accord. je me trompe, hein. La bourse, c'est le temple des regrets, hein. Oui, Je le sais, hein. d'accord. Parce qu'elle peut monter encore plus, bien C'est sûr. ça. Mais bon, D'accord. Moi, j'aime bien laisser un petit peu, au moins 10%, parce que ouais. au moins, je continue à être sur la hausse. Si jamais ça continue à Ah, augmenter sur Tesla, par exemple, il y a une énorme hausse, ben, du coup, ben là, on vend un petit peu parce qu'on prend ses profits, ce qu'on appelle prendre ses profits à un moment donné, et puis derrière, garder un petit peu pour dire, OK, ben, je ne suis pas complètement sorti, donc si derrière, il refait 200 ou 300%, ben, j'y suis quand même un petit peu, quoi. c'est vrai, il y a différentes Oui, mais c'est stratégies. mais c'est vraiment c'est vraiment La c'est vraiment, psychologie. ouais, c'est ça, c'est la psychologie de l'investisseur et il faut Mhm. trouver sa façon de fonctionner. Est-ce que toi, en tant que Ouais. médecin, avec ta rigueur, on va dire scientifique, ça t'a aidé, tu crois, pour l'investissement? Pas du tout. Non? Pas du tout. Non, non. Il y a de la connaissance, mais ce qu'on dit toujours, c'est qu'en fait, le problème de tout ça, de tous ces investissements, se situe entre la chaise et l'ordinateur. C'est-à-dire? Entre la chaise et l'ordinateur. Mais c'est les gens qui font Eh, bien les. sûr, oui, oui, c'est ça, bien sûr. C'est ça. C'est les réflexes, c'est les envies du quotidien. Voilà. C'est les pulsions, on se trompe beaucoup, hein. Ouais, bien Et sûr, puis, il y a des biais, il y a beaucoup de biais, hein. Il y a le biais de confirmation. On aime bien une action, on retient que ce qui est bien dans ce ah, qu'on lit. c'est ça. Le mauvais, on l'oublie un peu. Le biais de confirmation, le biais local aussi, on achète plutôt les actions Ouais, françaises que américaines. Il y a beaucoup de biais comme ça, hein. Ouais, ouais. Il y c'est a le ça. biais du survivant aussi, le biais du survivant qui est très connu, hein. Ouais, On parle de celui qui a survécu au naufrage du navire, mais on oublie les 1000 personnes qui sont mortes dessous. c'est ça. Oui, il a gagné énormément avec Tesla ou que sais-je, mais il y en a Mais plein qui ont perdu et on n'en parle pas. c'est ça. Voilà. Beaucoup de confrères, hein, puisque moi en consulting, souvent, on aborde ce sujet-là, on aborde aussi le sujet, Ah parce que j'ai bon? souvent des jeunes ophtalmos hein, que j'aide à s'installer pour avoir les bons réflexes tout de suite. Et donc, du coup, il y a une petite partie sur, on va dire, sur par qui ils sont conseillés. Est-ce qu'ils ont vu un fiscaliste? Parce qu'évidemment, leur Bien sûr, fiscalité va exploser. Donc, s'ils ne bien prennent sûr, pas suffisamment tôt, il va y avoir un problème. Donc, du coup, on bien sûr, parle de tout ça, évidemment, de la structuration en société, bien c'est sûr. l'ARL, holding, etc., etc. Donc, on parle de tout ça, mais souvent, beaucoup vont juger la bourse comme trop risquée, alors que bah, finalement, dans les faits, on voit que bah, depuis 100 ans, il n'y a pas de. C'est Il pas, c'est y a pas, que. c'est pas dingue, il y a quoi. Je que- crois que tu voulais nous parler d'ailleurs d'un graphique. Ouais, Est-ce que tu veux qu'on l'affiche maintenant, peut-être? ouais, 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 ouais. Allez, super. Donc, je l'afficherai là maintenant D'accord. au montage. Voilà. Et donc, Et qu'est-ce là, qu'il on, raconte, ce graphique? on voit que les éléments, tous les assets, les biens ont beaucoup évolué de façon très, très différente entre le livret A, l'or, le placement immobilier à Paris et les actions. Tout en haut, c'est les actions. Hum, Tout en haut, et de façon vraiment majeure, hein. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça. Mais quand on a 18 ans ou 20 ans, il faut ouvrir un PEA, des CTO, investir là-dedans, même à minima. Mais si on avait acheté les actions Apple en 1985, si j'avais acheté 1000 francs, c'était des francs hein, à l'époque, hein, 1000 francs d'actions, j'aurais actuellement 4 millions d'euros. eh ben, ça. Tellement c'est extraordinaire, hein. Ça a monté de centaines de milliers de pourcents. Donc pour les jeunes, il faut ouvrir un PEA, au moins pour prendre date. Eh ben, ça. Parce que la loi peut changer, les lois elles changent tout le temps chez nous, là, jamais dans le bon sens. Donc, au moins prendre date pour les assurances vie aussi, pourquoi pas. Euh, des CTO, surtout les PEA, parce que la loi peut changer. Et investir petit à petit en fonction des desiderata de chacun.
C'est ça, parce que surtout que quand on sait très bien qu'un médecin, qu'il soit secteur 2 ou secteur 1, peu importe, à la fin du mois, souvent, il va lui rester quand même quelque chose. Et donc, du coup, il va pouvoir choisir de dire, même si c'est que il a investi que 500 ou 1000 euros, ne serait-ce que ça permet déjà de s'y intéresser et au fur et à mesure, une fois qu'on y a mis, on y a mis un doigt finalement, ben hop, on se rend compte qu'est-ce qui se passe que ben, à la fin de l'année, le comptable va nous dire, ben, vous avez vu, vous avez pris 8-10% là-dessus, etc. Ah bon? Et ben du coup, ça va nous inciter forcément à réitérer quoi. Mais les Français sont frileux. Il n'y a que 7% des Français qui ont des actions en nom propre, hein. 7%. 50% des Américains, 7% des Français. Il y a plus de gens qui ont des cryptos que des actions. C'est ça, c'est terrible On ça. l'avait dit, hein, Ouais, déjà. ouais, Ouais, ouais. donc c'est étonnant, hein. Alors que vraiment, sur le long terme, les gens ont peur, alors que la peur, c'est de ne rien faire. Si on fait rien, on est sûr de perdre. C'est ça, parce qu'on rappelle que de toute façon, même si ça a été beaucoup plus dans les années qui viennent de passer, que l'inflation est à minima, de toute Bien sûr, façon, à 2% par an, hein. Donc, bien sûr, bien si on sûr. ne fait rien, On on perd. perd 2% par an, hein. Ça, Oui, tout à fait. c'est la règle. Euh, je voulais qu'on parle un petit peu de quelque chose qui est assez difficile quand on est investisseur, peu importe le niveau d'ailleurs. Comment est-ce que Ouais. toi, tu gères la volatilité? Par exemple, quand il y a eu le crack Covid, comment est-ce que tu le gères ça? Est-ce que tu vois ça comme c'est souvent quand on est un petit peu habitué. Est-ce que tu vois ça comme une opportunité ou alors bah, tu vas un peu paniquer, tu vas un peu trembler, et donc du coup, il faudra vendre vite, vite, vite. Là, j'ai emprunté à la banque, hein, Ouais, c'est ça. pour investir. J'ai Ouais. emprunté 100 000 euros à la banque. Donc, Et ça, souvent, c'est le coût d'une vie presque. et puis surtout que c'était à 0,75%. Les tarifs étaient à 0,75%. J'avais emprunté à 0,45 et 0,75 Énorme. pour des actions qui rapportent 6 ou 7%. C'est ça. Bon, il ne faut pas trop le faire, mais ça dépend de sa surface financière, de beaucoup Ouais, bien sûr. d'éléments, Ouais. si on est propriétaire ou pas, si les Ça, banquiers c'est pas connaissent. de l'argent. Quand tu l'investis, souvent ce qu'on dit, c'est pas de l'argent que si jamais tu devais le perdre, ça mettrait un coup d'arrêt finalement à ton train de vie, etc. Non, non, C'est ça. non. Il faudra le rembourser, on le sait, mais je l'ai remboursé. Et vraiment, c'était l'action totale était à 27 euros, je crois, à l'époque, hein. Elle est à 60, Ouais, 54 actuellement. Donc, non, non, mais il y a des choses intéressantes à faire, mais ça dépend de ce qu'on veut faire comme évolution. Est-ce qu'on préfère acheter une résidence secondaire, acheter une ouais, voiture à 150 000 euros, ou le donner aux enfants? Il y a mille possibilités bien sûr. de politiques différentes. C'est ça. Et donc, du coup, jamais tu t'es adressé à un CGP, donc un sujet en Jamais. patrimoine, etc. Non, tu t'es formé toi-même. Jamais, il ne faut pas le faire. À mon avis, il ne faut pas le faire, hein. Ouais. Faut pas le Après, faire. il y en a des bons. Il y en a des bons qui sont du coup, alors, parce que j'imagine que tu disais parce qu'ils vont prendre une partie de la performance, hein, souvent, etc. Maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est le CGP qui va expliquer le fonctionnement, le détail avec tout ce qui va être Madelin, etc., le départ, on va dire, et puis ensuite, où l'investisseur va pouvoir, au fur et à mesure, prendre ses distances et faire lui-même. Mais ça peut être un bon début, peut-être. Peut-être pas, hein. Il faut se former. Se former, c'est facile. En solo, ouais, c'est vrai. Avec C'est YouTube, facile. ouais, Mais avec, sur tous les sujets, il n'y a pas grand-chose à savoir. En 2 heures, on sait tout. ouais, Ben, c'est les grandes choses. Et on va économiser tous les frais du CGPI. Ouais, c'est énorme les frais. Les frais bancaires, les frais comme ça, annexes. Et on peut commencer petit tout seul et puis voir comment ça évolue. Non, moi, je crois qu'il faut se former tout seul. C'est facile. Pas prendre de coach. ouais, Il y a toujours sur Internet beaucoup de gens qui ouais, bien veulent sûr. coacher. Ça coûte que 50 euros, ou 20 euros par mois ou que sais-je. Mais il vaut mieux le mettre dans des actions. C'est ça. Euh, Alors parfois c'est intéressant parce que parfois ça pousse la personne à le faire. Et rien que ça, c'est déjà le déclencheur, c'est de démarrer en fait, hein, de créer le compte et de démettre les 100 premiers euros. Si on arrive à le faire, c'est déjà intéressant. Les gens, ils prennent du temps, un temps incroyable pour choisir un micro-ondes ou Oui, une c'est vrai. bordure. Ils calculent, ils comparent. Et pour les produits financiers, rien. C'est C'est vrai. dommage. Ils doivent faire Ah, le c'est vrai. contraire. C'est vrai, C'est c'est de vrai. faire le contraire. On peut dire un mot du PER, peut-être, Oui, vas-y, vas-y. du plan d'épargne retraite, hein. On en Oui, parle beaucoup. important, important pour les médecins, en effet, tu as raison. Alors, pour le PER, donc c'est une enveloppe qui nous permet d'enlever de tous nos revenus l'argent qu'on va verser sur ce PER. Au niveau fiscal, c'est intéressant, surtout quand on est imposé de façon importante comme nous, hein, 41-45%. Donc, mais il faut peut-être pas le faire trop tôt. C'est pas à 25 ans qu'on ouvre un PER, hein. Bien sûr. On peut toujours, à mon avis, prendre date. On ouvre un PER, on y met 100 euros, mettons, il sera ouvert, même si on ne s'en sert que 20 ans après. Ouais. Parce que la loi aura changé terriblement.
trouve que prendre de date, c'est comme un peu d'assurance vie, ça vaut le coup. Ça coûte 100 euros ou 150 euros, mettons. On n'y touche pas pendant 20 ans, peut-être, mais c'est pas à 20 ans qu'on va remplir un PER, c'est plutôt après 50 ans surtout. Et que les gens voient la retraite un peu arriver, tout ça. Pas trop les ophtalmos, mais enfin. Ouais. Donc, après 50, on peut s'est installé, on a les enfants qui sont grands, on peut réfléchir un peu différemment. Mais Ouais. prendre date, vraiment, c'est vraiment intéressant, ça coûte rien. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, le plan d'épargne retraite, ça permet de dire le médecin va avoir une rémunération qui est mensuelle ou annuelle, peu importe. Et donc, du coup, là-dessus, il va payer des charges, des impôts. Et donc, du coup, il va pouvoir prendre une partie de la somme au-delà dont il n'a pas besoin au quotidien, mais bah, qu'il pourrait prendre s'il le souhaitait en salaire ou en dividende. Eh ben, il ne va pas, il va choisir de ne pas la prendre et de la décaler dans le temps et qui, donc, du coup, est sans fiscalité parce qu'il va la mettre dans ce plan épargne retraite. C'est bien ça? Alors, il y a la fiscalité. L'intérêt, c'est qu'on est plus fiscalisé quand on travaille, on est moins fiscalisé quand on est à la retraite. C'est ça. C'est le seul intérêt, hein. Ouais, Parce que les impôts qu'on ne paye pas au début, on les paye à la fin. ouais, Hein. Donc, si on verse, mettons, 1000 euros sur un PER quand on est fiscalisé à 45%, on économise 450 euros. d'accord. Hein. Et après, à la retraite, on est souvent imposé à moins, 30% peut-être, Mhm. et donc on aura moins d'impôts à payer, mais on paiera de l'impôt. Et à D'accord. la sortie, on paye la flat tax sur les bénéfices, fait, sur les dividendes et les plus-values, Mhm. et on paye l'IR sur le capital qui reste. D'accord. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une grosse différence entre on travaille beaucoup d'imposition, on ne travaille pas, moins d'imposition. Bien sûr. Et donc, on peut mettre le PER sur des fonds en euros ou des actions. Il y a beaucoup de systèmes qui existent, hein. Et les députés le trouvent trop intéressant. D'accord. Trop intéressant. C'est pour ça qu'ils voulaient, mais ça a été retoqué, je crois, ils voulaient imposer que les gens qui partent à la retraite liquident leur Ah oui, PER. ça. Ah, exact. Le but, c'est de ne pas le liquider, justement. Ah, bien sûr. Puisqu'il ne faut pas prendre, on peut le sortir soit en une seule fois ou en plusieurs fois, en capital ou en rente. D'accord. Les rentes, c'est pas bien, il ne faut pas prendre les rentes. Ouais. Peut sortir un capital ou une seule fois ou plusieurs fois pour liquéfier un peu, enfin, pour égaliser la fiscalité. D'accord. Pour lisser la fiscalité. Très bien. Ouais. Euh, je trouve que les médecins ont un rapport particulier avec l'argent. Moi qui ai bossé avant dans un autre monde, que la grande distribution, Ouais. alors même si en France on ne parle pas aussi librement d'argent que dans les pays anglo-saxons, je trouve que les médecins, c'est encore pire finalement. D'où ça C'est vient vrai. ça? D'où ça vient? Un manque de formation, un manque d'éducation financière. Dès l'école, hein, dès l'école, dès l'enseignement, dès les facs, on ne leur a jamais parlé de produits financiers. Jamais. On Ouais, m'en a jamais parlé, hein. Parce que les enseignants, bon, ils sont fonctionnaires, c'est pas le métier, bien l'économie. sûr, bien sûr. Alors qu'aux États-Unis, on vous apprend à monter une start-up, comment la gérer, comment la financer. En France, c'est pas du tout pareil. Les Français, ils ont confiance totalement en l'État, Ouais, qui va leur donner une retraite quand ils seront retraités. Ils font extrêmement confiance à l'État, qui, à mon avis, est une mauvaise chose, hein, bien sûr. parce qu'on dit que l'État est un bon garant, mais un mauvais gérant. Mais donc, il faut vraiment avoir une part personnelle. On parle de capitalisation pour les retraites, qui est un gros mot dans l'économie locale, alors que les fonctionnaires le font avec la préfond, hein. Bien sûr. C'est une capi pour les fonctionnaires, hein. Donc, ils ne devraient pas totalement croire que la CAMF va leur payer des retraites pendant les dizaines d'années à venir. Et donc, avoir une poche séparée, c'est quand même peut-être une bonne idée. Il vaut Ouais, mieux avoir ça. plusieurs sources de revenus que de ne compter que sur l'État qui peut tout à fait piquer l'argent de la CAMF ou que sais-je, hein. C'est possible, hein. Eh bien sûr, on l'a déjà vu dans d'autres pays, donc pourquoi pas. D'ailleurs, toi, ça va être une de tes motivations, ça, de dire, OK, j'ai besoin d'être indépendant financièrement, arriver à la retraite et pas forcément dépendre de quelqu'un qui va me donner quelque chose et dont je vais dépendre. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour la CAMF, on est obligé, on n'a pas le choix, hein, dans la CAMF, mais Ouais, j'aurai d'autres revenus, des PEA, des CTO. Oui, bien sûr. d'accord. Même de l'immobilier, parce que je suis un SECI, là. C'est ça. Je vais essayer de vendre, d'ailleurs, que je vais vendre bientôt. Parce que D'accord. j'aime pas trop ça. Et j'achèterai seulement des actions. Eh bien oui, Ah, forcément. ouais. Non, non, mais c'est bien d'avoir plusieurs sources de revenus et ne pas compter sur l'État. Ah ouais. On va retenir ceci. D'ailleurs, pour revenir un peu au rapport qu'ont les médecins avec l'argent, est-ce qu'il n'y aurait pas un tabou au niveau de la réussite financière dans le monde médical? Et qu'en fait, autant si on est chez l'entreprise, ben, ce n'est pas un problème, on fait de l'acier, c'est logique que de faire fortune. Par contre, si on est médecin, en secteur 2, il ne faut surtout pas trop montrer, etc.
c'est vrai, hein, mais c'est la psychologie française qui est comme ça, C'est ça. teintée de jalousie, de comparaison. Les Américains qu'on rencontre, ils nous disent, je m'appelle John, je gagne 80 000 dollars par an. Ouais, ça. En France, ça se fait pas, ça, hein. Je Oh vote non. pour Biden. Ouais, Ils disent pour qui ils votent en plus. ouais, En France, ça se fait pas du tout, ça. On cache. Et les plus riches, ils se cachent parce que si vous sortez avec une grosse voiture, vous êtes c'est ça. honni par tout le monde. Donc, il vaut mieux avoir des gros portefeuilles invisibles Ouais, qu'une grosse voiture. ouais, c'est ça. Peut-être. C'est la mentalité qui est comme ça. Si tu pouvais revenir 20 ans en arrière, Mm. quel conseil, enfin, en tout cas, qu'est-ce que tu ferais, toi, en tant qu'investisseur? Avec les connaissances que tu as maintenant, qu'est-ce que tu ferais? J'aurais acheté plus d'actions. Eh ben ça. Ouais. C'est souvent ce qu'on dit. C'est ça qui est rigolo, c'est souvent ce qu'on dit, c'est que si on pouvait revenir, ben, on en achèterait encore plus, finalement. Ah ouais. Bon, tout n'a pas été flambant, hein. Quand Non, on voit France Télécom qui est monté à 250 euros et qui est maintenant à 10 euros, qui est jamais remonté, mauvaise pioche, hein. c'est ça. Mais en règle générale, quand on a 30 ou 40 lignes différentes d'actions, Mm. en règle générale, ça se passe pas mal, hein, si on C'est prend ça. des Ça se stocks. moyenne, en fait, hein. Ça se Voilà. moyenne. Très bien. Et la crypto n'existait pas à l'époque. Non, c'est clair. Non. Parce que c'est vrai que de toute façon, il y a rien eu qui a été plus intéressant que la crypto, mais c'était compliqué de l'acquérir. Donc déjà, les actions, c'est déjà extrêmement bien. En gros, on arrive à la fin de cette interview. Quel conseil tu donnerais à un jeune médecin, donc du coup, qui va commencer, lui, qui va démarrer, qui donc du coup, en gros, va multiplier son revenu quasiment par 10 d'un mois à l'autre, en tout cas d'une année à l'autre. Quel conseil tu lui donnerais pour démarrer tranquillement dans l'investissement? Acquérir sa résidence principale, Mhm. peut-être acquérir son outil de travail, où il participait avec des SECM, des SECI, tout ça. Voilà. Quand il a fait ça, avoir des éléments de côté, hein, toujours pareil, et après investir soit dans l'immobilier s'il aime, soit dans les actions, soit dans les deux. Mais c'est rare que les gens apprécient les deux de façon Ouais. identique, je trouve, hein. Il y en a plus, moi j'ai des amis qui ont que de l'immobilier. Eh oui. Et il y en a qui ont horreur de ça. Donc c'est plutôt l'un ou l'autre, je trouve. Je ne connais pas de gens qui soient moitié-moitié. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu vois fréquemment chez les jeunes investisseurs que tu pourrais tenter de leur éviter de faire? Éviter de trop regarder YouTube, peut-être. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses fausses souvent ou inexactes, qui encouragent les gens dans des mauvaises voies. Donc, se méfier beaucoup de ce qu'on entend, se faire sa propre idée, regarder les contrats, regarder les résultats des entreprises ou voilà. Et se faire sa propre idée. Et donc, se former, surtout se former, prendre un peu de temps, ça prend pas beaucoup, mais on gagne plus d'argent en se formant qu'en travaillant, comme j'avais déjà dit. Ouais. Voilà, donc se former, c'est vraiment capital. Et puis former les enfants, Ouais. former la famille. Parce que les pauvres gosses, si on leur parle très tôt, ils comprennent très tôt et c'est important pour l'avenir. Pour démembrer sa SECI, Mm. mettons, etc. Donc, ou son habitation. Non, je crois que ça, il faut intéresser les enfants très jeunes et ils comprennent. D'accord. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour, hein. C'était pas mal en tout cas. On verra si on a oublié des choses. Eh bien, on se refera un épisode là-dessus. On va voir les réactions que ça va susciter. Oui. J'espère que ça intéressera tout le monde. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Merci Jean-Michel Merci. pour ton temps. Et puis, je te dis donc à très bientôt. Merci bien. Au À revoir. bientôt. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Nous avons fait un bon tour, je crois, des différentes manières d'investir l'argent dont vous n'avez pas besoin au quotidien. Chacun y trouvera son compte en fonction de son degré d'appétence au risque. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.